À peine diplômés, nos meilleurs étudiants issus des écoles de commerce, d'ingénieurs, mais aussi nos meilleurs chercheurs, filent à l'étranger, au Canada ou ailleurs. Peut-on essayer de les retenir? Qu'est-ce qui les fait rêver? On en parle avec nos invités. Véronique Refalo, vous êtes directrice du département chez Ipsos. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de l'étude, on en parlera. Bruno Bouchard, vous êtes président de l'université Dauphine, Dauphine PSL, oui, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Sylvain Gousseau, vous êtes directeur de l'EPITA, une école d'ingénieurs informatiques parisienne. Bonjour. Bonjour. Et Paul-Henri Wallet, alors journaliste au Figaro étudiant. On parle souvent de la fuite des cerveaux. Est-ce qu'on est face à une hémorragie ? En tout cas, c'est une tendance qui ne peut pas être ignorée aujourd'hui. Il y a une récente étude de l'Ipsos qui montre que le nombre de jeunes Français qui choisissent de quitter le pays a augmenté de 23% entre 2014 et 2024. Ça représente environ 15 000 jeunes en fait, qui décident de quitter le pays dans les formations d'ingénieurs ou de management. Mais parler d'une hémorragie, ce serait peut-être un peu exagéré. Il faut savoir qu'il y a quand même aussi beaucoup de ces jeunes qui décident de revenir en France après un passage à l'étranger, soit pour créer leur propre entreprise, soit pour occuper des postes de direction également. Alors quel est le profil de ces diplômés ? Il s'agit souvent de jeunes de moins de 30 ans, avec des profils très qualifiés, souvent bilingues ou multilingues, avec un profil assez ouvert sur l'international, donc une grande ouverture culturelle. Et puis on remarque aussi que c'est une tendance qui est particulièrement marquée en fonction du niveau des écoles. C'est-à-dire que plus l'école est réputée, plus les jeunes partent. Par exemple, pour l'école polytechnique, il y a 19% des jeunes qui ont choisi de s'expatrier en 2024. Et on est ensuite à 17% pour l'école centrale et ça descend comme ça en fonction du classement. L'exode des talents touche particulièrement des secteurs clés. Il s'agit notamment du numérique, de l'ingénierie et de la finance, donc qui arrivent dans les premiers secteurs. Alors quelles sont les raisons qui les poussent à quitter notre beau pays ? Le facteur principal, ça reste la rémunération. Souvent, c'est des jeunes qui vont pouvoir être payés parfois 2 à 3 fois mieux en décidant, en allant travailler à l'étranger. Mais ce n'est pas le seul motif. Alors, il y a quand même un certain nombre de raisons économiques, la fiscalité, le coût de la vie, mais aussi les perspectives de carrière, parfois la reconnaissance aussi de leur niveau de compétence qui va particulièrement jouer. Et on notera aussi que ce qui motive en fait les jeunes à partir, c'est tout simplement qu'ils ont fait un échange à l'international ou qu'ils ont fait un stage en fait de fin d'études à l'international et qu'ils ont eu une proposition d'embauche à l'issue de cette période. Oui, un stage souvent même obligatoire, on en parlera. Quelles sont les destinations choisies par ces jeunes en priorité ? Dans les destinations privilégiées, c'est le Canada qui arrive en première position avec 29% des expatriations. En deuxième, on retrouve la Suisse avec 22%. Et puis les États-Unis et l'Allemagne, respectivement 17% et 16%. C'est des pays qui offrent des salaires très attractifs, des opportunités intéressantes et un environnement qui est souvent perçu comme plus favorable pour les perspectives de carrière. Le Canada, par exemple, est réputé pour sa qualité de vie, sa diversité culturelle et puis ses politiques d'immigration accueillantes pour les diplômés étrangers. Et la Suisse, quant à elle, c'est des salaires très compétitifs et un système fiscal particulièrement avantageux. Véronique Refalo, comment avez-vous mené cette enquête qui, je le rappelle, a été demandée par le Syntec, Fondation Syntec. Voilà, Fondation Syntec. Comment vous avez mené cette enquête ? Alors c'est une grosse enquête, c'est rare qu'on fasse ce genre de dispositif hybride qui a mélangé plusieurs types de données. Il y avait plusieurs objectifs, donc du coup il a fallu déployer tous les moyens dont on dispose. On voulait objectiver le phénomène de l'expatriation. On voulait comprendre les motivations qui poussent les jeunes talents français à partir, mais aussi les jeunes talents étrangers à venir en France et potentiellement trouver des leviers d'action pour rendre la France plus attractive. Alors ce qu'on a fait,
3 choses. On a fait ce qu'on appelle un desk research, déjà, pour objectiver le phénomène de l'expatriation, en sachant qu'il n'y a pas les données idéales pour l'objectiver. Chaque source a un peu ses faiblesses. Il y a des écoles qui font leurs propres études tous les ans. Vous avez cité Polytechnique, vous avez cité Centrale. Moi, je viens de recevoir celle de Sciences Po, qui était à 29% de personnes. Ah oui, c'est énorme. Alors, parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants internationaux. Oui, parce que dans l'étude, voilà. C'est mélangé des étudiants français, mais aussi des étrangers qui vont repartir chez eux, finalement. Il y a un peu de ça, voilà. Et ça, on a du mal à bien le comprendre. Comme on n'arrive pas aussi à mesurer, on n'a pas les données pour mesurer ceux qui reviennent. Vous avez parlé de ceux qui reviennent. Donc la véritable fuite, on ne la connaît pas trop parce qu'on ne sait pas, on n'a pas le niveau de retour. Bon, bref. En tout cas, on a essayé d'objectiver ça à partir de données qui existent. On a utilisé 2 sources principales. Le travail fait par la Conférence des grandes écoles, qui tous les ans envoie une enquête annuelle aux jeunes diplômés des écoles inscrites à la Conférence des grandes écoles. La dernière enquête, il y a eu à peu près 48 000 répondants. Ouais. Et c'est là vraiment l'étude qui pose la question, qui essaye de savoir vous travaillez où maintenant, et on a ceux qui disent je travaille à l'étranger. Donc on arrive à identifier ceux qui sont a priori partis. Et d'ailleurs dans les classements, enfin là je reprends ma casquette de Figaro étudiant, dans les classements que nous faisons, plus une école envoie des étudiants, des jeunes diplômés à l'étranger, meilleure elle est classée. Mieux elle est classée. Ça joue beaucoup dans les classements. Et ça, c'est valable dans tous les classements, même Financial Times, QS, etc. Donc c'est vrai qu'elles sont encouragées à faire partir les jeunes. Et ensuite, on a une deuxième source qui est intéressante, mais qui focus sur la population ingénieure et scientifique, qui est l'étude annuelle aussi menée par l'IESF, qui est la Société des ingénieurs et scientifiques de France. Tous les ans, pareil, on a une enquête qui nous montre combien d'ingénieurs travaillent. Non, on n'est plus sur les étudiants, on est vraiment sur les actifs, déjà un peu plus installés aussi. Combien sont à l'étranger? Ça, c'est le premier volet qui nous a permis de faire une objectivation avec ses défauts, avec ses faiblesses. C'est pas parfait, mais qui permet en tout cas aussi de voir des évolutions. Vous disiez, il n'y a pas d'hémorragie. Je pense que c'est en effet ce qu'on a montré. On a d'ailleurs des tendances qui ne sont pas revenues à l'avant-Brexit ou crise Covid, où on avait des niveaux, en tout cas pour les ingénieurs expatriés, qui étaient plus élevés qu'aujourd'hui. On sent que ça repart peut-être un peu, mais voilà, il y a eu une baisse. Ensuite, on a réalisé une étude quanti. Les motivations, on a voulu s'intéresser vraiment aux jeunes talents français. Donc là, c'est pourquoi partent-ils? Quel est leur l'argent, mais pas seulement. Ah non, pas seulement. Il y a beaucoup de. Moi, je trouve que justement que c'était difficile de trouver une motivation. C'est des motivations vraiment plurielles qui mélangent vie perso, vie professionnelle. Il y a une recherche d'expérience personnelle. Certains même nous parlent de développement personnel. Il y a une quête d'ouverture, de culture, d'enrichissement perso, professionnel. Il y a beaucoup de choses qui jouent. Et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, j'ai envie de dire, l'aspiration, elle repose beaucoup sur une ouverture au monde que ces jeunes talents ont peut-être plus que d'autres par leur parcours universitaire qui les a amenés à l'étranger, mais aussi par leurs liens personnels, par de vivre dans des familles peut-être qui bougent plus, qui voyagent plus. Ça crée quand même une ouverture et une appétence pour l'étranger. Donc on a interrogé notre cible, quand même, pour être précis, c'est 1008 individus ayant un niveau de diplôme Bac plus 5 et plus, acquis ou en cours d'acquisition, 800 actifs, 200 étudiants à l'intérieur de cette population. Et nous avons enrichi notre enquête quantitative par 25 entretiens qualitatifs. On a rencontré des gens, puisque là, on a voulu aller creuser aussi des étudiants étrangers qui étaient, et ça dans l'enquête quanti, on n'en avait pas assez, des étudiants étrangers qui avaient choisi la France comme lieu d'études, des actifs étrangers qui ont choisi la France pour venir travailler, et on avait aussi l'envie d'interroger des Français qui s'étaient expatriés et qui étaient revenus. Ouais, tout ça pour avoir un scope un petit peu global. Bruno Bouchard, est-ce que c'est pas un peu choquant de voir les compétences d'étudiants dont l'État a payé les frais de scolarité, finalement, ça profite à des pays étrangers? Alors, peut-être d'abord revenir un petit peu sur la dynamique, pour remettre les choses un petit peu en perspective. Après, je répondrai à votre question. Mais on voit qu'en fait, on est autour de 12% aujourd'hui d'expatriation, là où on était à 16%. Un peu avant avec des pics quand même, 19%, un quart pour Sciences Po. Donc oui, d'accord, mais si on prend la population générale, en fait, on a une forme de stabilité. Et je pense aussi que c'était assez révélateur ce que vous avez dit sur les domaines privilégiés pour l'expatriation.
le numérique et la finance. Tout de suite, ça m'a marqué. Pourquoi est-ce que, et encore, ça doit être moins vrai aujourd'hui, mais avant la crise de 2008, pourquoi est-ce que tous nos grands cerveaux de la finance partaient à l'étranger? C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas la place parisienne qui leur donnait les perspectives de carrière qu'ils pouvaient. Ce n'était pas une histoire de salaire, en fait. C'était simplement qu'on n'avait pas la place. Oui, on a beaucoup accusé les talents français d'avoir provoqué la crise des subprimes. Oui, parlons pas de ça, Mais, bon, c'est un tabou. Mais c'est pareil pour le numérique aujourd'hui. C'est pareil pour le numérique aujourd'hui. Et encore, il y en a qui restent parce que Google et autres ont créé des laboratoires à Paris. Mais les chercheurs qui ont vraiment envie de travailler dans le privé et vraiment d'être à la pointe de la recherche, on a du mal à les accueillir parce qu'en fait, on n'a pas les entreprises en France. On en a quelques-unes, on parle beaucoup de Mistral par exemple, mais on n'a pas du tout la puissance que peuvent avoir des Google, des Meta. Mistral, donc le système d'intelligence artificielle français. Voilà. Français. Donc il y a aussi ça en fait, et moi j'ai plutôt lu ça, enfin j'ai lu beaucoup ça dans l'enquête qui a été menée, notamment lorsque c'était des scientifiques qui s'exprimaient dans les entretiens que vous avez eus, c'était trouver un endroit dans lequel s'épanouir. La recherche de l'excellence. La recherche de l'excellence. Mais ce qui est choquant, c'est quand même, c'est des étudiants, alors je pense encore plus à Polytechnique, mais c'est aussi le cas pour Sciences Po, Centrale, etc. Ce sont des écoles publiques, finalement financées avec les deniers des Français, et qui profitent à des pays comme les États-Unis, la Suisse, le Canada, qui n'ont pas contribué à la formation de ces jeunes. Oui, mais quand on veut travailler, si on veut parler en termes de générer des talents et ensuite que ces talents travaillent pour la France d'une certaine manière, ce qu'il faut, c'est regarder l'ensemble de l'écosystème. Et donc, si vous produisez des talents en IA comme on fait, et nous on le fait singulièrement à Paris Sciences et Lettres, mais que derrière, il n'y a pas les entreprises pour les accueillir et pour qu'ils expriment leurs talents, et bien évidemment, ils vont aller chercher à l'étranger, en particulier aux États-Unis si on parle d'IA, un endroit où s'épanouir. Donc en fait, c'est aussi à l'État stratège de mettre en place tout l'écosystème qui fait que la France va être une nation de l'IA. Alors il y a eu beaucoup d'investissements, on a parlé de 100 milliards d'investissements il n'y a pas longtemps sur l'IA, mais voilà, il faut mettre ce genre d'écosystème en place si on veut profiter de nos talents. À l'EPITA, Sylvain Gousseau, quel pourcentage d'étudiants, alors vous c'est l'informatique, donc j'imagine doivent être aussi très tentés, hein. Le code finalement c'est un langage international et ils peuvent tout à fait travailler dans tous les pays du monde. Est-ce qu'ils partent à l'étranger? Ils sont tentés par l'aventure ou pas plus que finalement que d'autres? Ils partent dans les mêmes proportions, 14%. Là où on peut nuancer, c'est que 60% en fait sont quasiment frontaliers. En fait. 30% vont en Suisse et 30% au Benelux. Ce qui fait que le Luxembourg en particulier? Oui, le Luxembourg, effectivement, parce que... Ils payent bien, les salaires sont quand même très importants. On considère probablement que ça leur permet d'avoir un accélérateur de carrière en termes financiers. Et puis on les a biberonnés à l'international, à l'EPITA comme ailleurs. C'est quand même finalement ça qui structure probablement leur envie. Donc on leur a donné envie, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose d'avoir toutes les catégories socio-professionnelles qui peuvent rentrer dans une école d'ingénieur ou ailleurs et qui sont confrontés à l'international et vivent une expérience. C'est une obligation l'international aujourd'hui dans une école d'ingénieur? Absolument. En fait, vous devez passer un semestre académique pour recevoir le titre d'ingénieur au terme des à l'étranger, quel que soit le pays, il faut faire un semestre d'échange dans une université étrangère. Ou un stage, en fait. Il faut avoir passé un semestre, à peu près 6 mois, 4 à 6 mois à l'international. La plupart du temps... Sinon, on ne peut pas être diplômé d'une école d'ingénieur. Absolument. Absolument. C'est le cas de toutes les écoles d'ingénieurs? C'est le cas de toutes les écoles d'ingénieurs. C'est la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs, qui l'impose, mais qui finalement a installé une dynamique internationale. Cette dynamique internationale, elle est renforcée par les parcours en anglais. On enseigne beaucoup au niveau master ou cycle ingénieur en anglais, c'est normal. Il y a même un niveau minimum de TOEFL ou de Cambridge à avoir pour être diplômé. De diplomation, absolument, tout à fait. Il faut avoir un niveau minimum de diplomation. Donc on voit que la France s'est finalement mise dans la roue de la mondialisation et puis de l'internationalisation de ses étudiants. Donc à un moment ou à un autre, c'est bien de la mesurer. Votre étude, elle est extrêmement complète. Néanmoins, on se dit qu'on n'a que le juste retour. Le juste retour, il faut le regarder également par l'international, puisque l'EPITA, comme beaucoup d'autres écoles, mais on a environ 1000 étudiants étrangers, 500 sur des programmes spécifiques où on attire majoritairement des étudiants venus d'Asie qui viennent en master.
et puis 500 dans notre école à partie ingénieur. Donc effectivement, on a aussi. Il y a une bonne nouvelle solde. quand même, c'est que Voilà. en fait, les étudiants, si les étudiants partent autant à l'étranger, et Paul-Henri, vous l'avez dit aussi, ce sont souvent les étudiants des meilleures écoles. Finalement, ça veut dire qu'on a des diplômes qui valent quelque chose à l'étranger, non? Ben, c'est ce qu'on pense, oui. Enfin, je pense que je rejoins mon Oui, collègue. oui, oui. Donc, Si je peux faire une petite parenthèse, d'ailleurs, sur le côté université, parce qu'on parle toujours des grandes écoles d'ingénieurs et des grandes écoles de commerce, mais il n'est pas très connu le fait que dans les grandes universités de recherche, Saclay, Sorbonne Université, Paris-Cité, l'université Paris-Sciences et Lettres, dont Dauphine est membre, sont dans les 40 meilleures universités mondiales. Paris-Sciences et Lettres, dans le classement QS qui est très regardé, que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est la 28e position, c'est quelques places derrière Yale et Princeton. Oui, pour nos téléspectateurs, il faut rappeler que écoles et universités se sont regroupées au sein d'organismes qu'on appelle Paris-Sciences Lettres, PSL, où il y a l'ENS, où il y a Dauphine, mais aussi des universités. Et ces universités-là, avec les écoles d'ingénieurs qui organisent des parcours en anglais, deviennent extrêmement visibles dans les différents classements. Et attire beaucoup d'étudiants étrangers. Et en fait, le 13-16% d'expatriation, on peut le mettre aussi au regard des 15% d'étudiants étrangers qui viennent en fait apprendre en France. D'ailleurs, j'avais une question. Lorsque vos étudiants partent à l'étranger, je pensais pour PSL, est-ce qu'ils mettent sur leur CV, lorsqu'ils candidatent dans une entreprise, je sais pas, américaine ou asiatique, est-ce qu'ils mettent PSL? Est-ce qu'ils mettent Université Dauphine PSL? Est-ce qu'on met ENS PSL? Ou les gens comprennent que c'est quelque chose, ils regardent dans le classement de Shanghai ou le classement de QS? Ils le mettent et avoir c'est rentré dans les mœurs maintenant. Et avoir la marque PSL, évidemment, c'est un passeport pour l'international parce que à l'international, on regarde beaucoup plus ces classements qu'en France. Ah oui, c'est vraiment l'alpha et l'oméga. Donc pour trouver un job en France, disons, pour le moment, c'est... Parce que nous, on a quand même encore le côté grandes écoles, X-Mine, etc. C'est unique en France, il n'y a qu'en France qu'il y a ce système-là. Tandis qu'à l'étranger, ils vont regarder, vous avez fait PSL, ils vont regarder dans le classement de le QS ou le classement de Shanghai, et ils vont regarder, PSL est bien classé. Le système français qui marche très très bien, mais c'est un système qui est unique. Oui, il n'y a pas ça ailleurs. Ailleurs, ce sont les grandes universités de recherche. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Paul-Henri, parmi les étudiants français qui font le plus rêver les grandes entreprises à l'international, on retrouve notamment nos diplômés en IA. Oui, tout à fait. On le disait tout à l'heure, il y a en France effectivement des écoles d'un excellent niveau et qui forment des étudiants qui ensuite ont particulièrement la cote à l'international. Je pense, donc on a parlé tout à l'heure des diplômés de l'école polytechnique, vous parliez tout à l'heure de Saclay. Ce sont des étudiants qui ont un excellent niveau en modélisation, en informatique et aussi en mathématiques, ce qui est très important pour l'intelligence artificielle. Faut savoir que l'université de Paris-Saclay est classée régulièrement à la 2e position après Harvard en mathématiques. Donc nos étudiants sont vraiment très recherchés et c'est ce qui fait qu'ensuite derrière, on peut leur proposer des salaires parfois mirobolants, on le disait 3 fois plus que ce qu'ils pourraient avoir en France. Mais ces étudiants veulent-ils forcément partir à l'étranger ? Alors en IA, il y a une grande partie, et vous le disiez aussi, qui décide d'aller aux États-Unis parce que c'est là où en fait on va avoir le meilleur niveau de recherche et de développement de l'intelligence artificielle. Mais il y en a d'autres qui tiennent au contraire à rester en France. Il y a eu un reportage de l'AFP récemment sur le campus de Paris-Saclay qui a recueilli des témoignages auprès de futurs diplômés en IA. Et certains mettaient en avant des raisons de rester, notamment d'un point de vue, c'était par rapport à des questions morales et éthiques. Il y a des jeunes qui considèrent que la politique qui est mise en place au niveau de l'Union européenne et de la France, de mettre des garde-fous en fait, autour de l'IA pour brider un petit peu le développement et faire en sorte qu'on n'aille pas dans tous les sens, qu'on garde une forme de transparence et puis aussi qu'on protège la vie privée des utilisateurs, eh bien ça les séduit. Également dans un contexte géopolitique qui est parfois incertain, la France peut être vue comme un environnement plus stable pour construire son projet professionnel. Et enfin, il y a aussi une forme de patriotisme qui existe, puisqu'on est quand même dans un contexte international où l'IA est au cœur d'une guerre entre grandes puissances, les États-Unis d'un côté, la Chine de l'autre, et au milieu de tout ça, l'Europe
essaye de faire son trou, d'avoir sa place également. Et pour certains étudiants, c'est très important en fait d'y contribuer et de soutenir l'intelligence artificielle française et européenne. Est-ce qu'ils trouvent facilement des entreprises pour travailler en France, tout simplement ? Là encore, on en parlait tout à l'heure, on n'a pas encore on n'a pas l'écosystème américain, c'est sûr, mais il y a quand même des acteurs assez importants. Vous parliez de Mistral, qui est évidemment la pépite française qui essaye de concurrencer les géants comme OpenAI aux États-Unis. Et on a aussi quand même cet environnement qui est assez favorisé, qui est très subventionné en fait. Donc nos laboratoires de recherche et nos entreprises recrutent quand même. Et elles font d'ailleurs savoir régulièrement aux écoles qu'elles aimeraient avoir en fait davantage d'étudiants formés en intelligence artificielle. Et les écoles d'ailleurs essayent de répondre à cette demande. À Paris-Saclay, on forme actuellement 1500 futurs diplômés en intelligence artificielle et on projette d'en former 2 fois plus d'ici les 5 prochaines années. Véronique Raffaello, est-ce que dans votre enquête, est-ce qu'on sait si ces jeunes qui partent pensent revenir par la suite ? Alors, on ne leur a pas posé la question comme ça, mais on leur a demandé combien de temps ils avaient envie de partir. Et du coup, c'est un peu la même chose. Oui, parce que c'était intéressant de... Voilà, et franchement, c'est l'expatriation qui est envisagée dans notre enquête par 57% des jeunes qu'on a interrogés. 57% disent avoir envie de partir dans les 3 ans qui viennent. Et 21% ont déjà commencé à faire des démarches ou se sont renseignés. Donc, pas leur valise encore, mais on en a 20%, 21% qu'on sent qu'ils sont vraiment prêts à partir. Et quand on leur a demandé pour combien de temps vous avez envie de partir, de mémoire, c'est à peu près la moitié, même un peu plus, c'est moins de 5 ans. D'accord, donc c'est pas un départ, c'est pas un changement de vie définitif, c'est un tremplin par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure aussi. Moi, j'ai trouvé dans l'étude un accélérateur de carrière peut-être. Ouais, exactement, c'est-à-dire que dans l'étude Cali, on a trouvé ça assez intéressant, c'est qu'on a rencontré des jeunes pour qui la mobilité internationale, professionnelle, c'est un peu devenu quelque chose de normal. C'est une expérience valorisante et c'est presque devenu la norme dans le parcours. C'est encouragé dans les études, donc c'est la norme dans les études et c'est la norme aussi dans la vie professionnelle. C'est même encouragé, c'est même devenu obligatoire. Voilà, c'est même plus encouragé. Pour une carrière réussie, c'est un élément constitutif d'une belle carrière, en fait. Bruno Bouchard, est-ce que la situation politique aux États-Unis, parce que c'est vrai que pendant longtemps, le rêve de tout étudiant français, en tout cas à mon époque, c'était de partir aux États-Unis, d'aller à Harvard et dans d'autres universités prestigieuses. La situation est vraiment très différente aujourd'hui. Est-ce que ça a changé la donne ? Est-ce qu'aujourd'hui, les étudiants français rêvent encore de partir aux États-Unis ? C'est encore difficile à mesurer. Très honnêtement, mais je pense qu'il y aura de ça et que ça va se jouer aussi au niveau européen. Donc, à défaut d'attirer des chercheurs américains. Là, on a vu, c'est pas avéré. Hein. Ils se précipitent pas pour venir en France. On n'a pas les moyens, en fait, malgré le plan de Choose France, Choose Europe, ça suffit pas. Par contre, oui, on pense qu'on va capter beaucoup plus de jeunes chercheurs européens qui d'habitude seraient allés faire leur postdoc, par exemple. Voilà, je pense aux chercheurs qui font leur thèse à Dauphine et qui traditionnellement allaient faire leur postdoc dans une université américaine et qui cette fois-ci peut-être... On sent qu'ils vont plutôt rester en Europe, et notamment dans le domaine de l'IA, parce que vous avez parlé de Saclay, mais pardon, je vais parler de Paris Sciences & Lettres, parce que c'est un cluster IA qui est encore plus gros que celui de Saclay. Effectivement, il y a eu des moyens qui ont été mis dans le cadre d'un grand programme stratégique France 2030 qui ont été mis pour financer la recherche académique en IA. Mais encore une fois, si vraiment on veut créer des débouchés pour les jeunes qu'on va former, parce que nous aussi, on crée un bachelor international, on crée des nouveaux masters, on crée beaucoup de choses pour former plus de jeunes, mais derrière, il faut des chercheurs, il faut des ingénieurs, mais il faut des data centers, il faut des startups qui se créent, ça veut dire du capital fund derrière, qui finance la création de startups, et on sait que c'est un domaine très difficile avec des gros mastodontes qui prennent la place immédiatement. Donc tout ça, c'est compliqué. Et si vous me permettez, au niveau chercheur, il faut faire très attention, parce que là, on parle... Le thème, c'est l'hémorragie des talents, mais j'ai vu notamment en IA des chercheurs qui se faisaient recruter dans nos laboratoires de recherche pour aller chez les GAFAM. Et quand on voit qu'au niveau des salaires des chercheurs en France, en tout cas dans la sphère publique, on n'était déjà pas très bon en 2010, mais que les chercheurs ont perdu 20% de pouvoir d'achat, simplement parce qu'il y a un gel du point d'indice,
vous imaginez que les choses vont se tendre et qu'au bout d'un moment, en fait, on n'aura plus de recherche académique dans ces domaines-là. Et on ne formera plus personne. Est-ce qu'on ne peut pas obliger aussi les jeunes qui partent, une fois qu'ils sont diplômés de Polytechnique, normalement ils doivent des années à l'État, mais tous ceux qui ont fait une école publique ou qui ont fait une université finalement gratuite, est-ce qu'on ne peut pas leur demander de rembourser ou de voir des années à l'État, comme les polytechniciens, c'est le cas, hein? On leur paye leurs études, mais finalement, ils doivent... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est un système qui ne marche pas. Oui, mais bon, on peut avoir un avis quand même global. Je ne pense pas que ce soit un système qui fonctionne bien. Il faut qu'on crée les filières de formation dans les domaines dans lesquels on a des compétences, on a une forme d'excellence, et qu'après, on crée, encore une fois, l'environnement qui va faire qu'on va pouvoir créer de la valeur à partir des cerveaux qu'on aura formés. Mais si on a formé, par exemple, un médecin pendant, je sais pas, 10 ans, qui part à l'étranger, c'est quand même une perte pour le pays. Si c'est un petit pourcentage, c'est pas très grave, parce que, encore une fois, nous aussi, on attire beaucoup d'étrangers. Vous savez, je regardais, ça c'est des chiffres qui datent de 2010, sur les émigrations dans les différents pays. En fait, la France n'est pas du tout dans le pelon de tête. Il y a des départs des étudiants à l'étranger qui sont bien plus massifs, en Autriche, dans beaucoup de pays, Royaume-Uni par exemple, Italie évidemment. Sylvain Gousseau, que vous voulez réagir à ça? Moi, je pense que je ne suis pas pour la coercition, donc effectivement... on ne peut pas les retenir de force. Une économie punitive n'est peut-être pas nécessairement la bonne façon de faire. Le solde entre nos étudiants, les étudiants étrangers qu'on accueille et qui trouvent un emploi en France et qui développent l'économie française, et le solde de cette fuite des cerveaux qui est quand même pas si importante que ça, si ça s'équilibre, je pense qu'on a plus intérêt, nous, toujours en encourageant l'internationalisation, mais à attirer aussi des talents, des étudiants internationaux. Nous, on a la chance d'en avoir beaucoup, donc on voit à peu près ce que ça donne, pour leur donner envie nous, on leur apprend le français, puisque la diplomation de notre centre de français langue étrangère, ils ne peuvent pas sortir diplômés s'ils n'ont pas un certain niveau de français, etc. Donc on leur donne les clés pour effectivement trouver un emploi en France, et je trouve que c'est une manière plus... Alors c'est les vases communicants, on en accueille et puis nos étudiants s'en vont. Voilà, disons que là on vient collectivement de se dire que la France était dans l'écosystème mondial des talents de demain. C'est partout pareil finalement. C'est plutôt une belle chose. Je ne suis pas sûr que ce soit partout pareil. En tout cas en France, vous l'avez dit vous-même, les mathématiques, les sciences sont plutôt bien portantes. Derrière, même si on se plaint de la baisse de niveau, comme toujours. Exactement, mais si finalement nos étudiants formés en IA, nous on en forme une centaine par an, viennent à un moment attirer les entreprises. Nous on a la chance, Nvidia qui est bien connue, grosse entreprise, sa première école hors école américaine, c'est l'EPITA. C'est là où elle va chercher, je ne sais pas si c'est des talents, mais en tout cas des diplômés qui vont savoir finalement programmer, coder, etc. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus chez nous en événement mondial en mois de juin. Il faut qu'on arrête de se plaindre, c'est ça? Il faut qu'on ait des entreprises... Partent, ça veut dire qu'ils sont appréciés. Voilà, et il faut que nous, on crée... Et encore une fois, pour une partie, le salaire est important, en particulier Suisse ou Luxembourg, parce que c'est juste à côté, c'est des cultures très proches, mais... Le mot de la fin, parce que oui, non, je pense que vraiment ce qui compte, c'est de créer l'environnement dans lequel ces jeunes les plus brillants vont pouvoir s'épanouir. Et c'est ça le principal. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission, et je pense qu'il fera beaucoup parler. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Paris d'École au Figaro TV. À bientôt.